Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 4 septembre. Manifestation au pluriel contre le projet d'une deuxième loi sur les 35 heures. C'est trop ou pas assez? Trop pour les patrons qui étaient des milliers à dénoncer l'erreur du gouvernement. C'était pas assez. À l'appel de la CGT, ils étaient d'autres milliers à demander une loi plus volontariste. En Autriche, l'extrême droite populiste progresse. Plus d'un quart des électeurs autrichiens se prononcent en sa faveur. L'armée russe avance en territoire tchétchène, c'est tout le Caucase qui en subit les conséquences. Nous vous proposerons un document sur un village sous les bombes au Daghestan. Le peintre Bernard Buffet s'est donné la mort. Il était âgé de 71 ans. Il vivait retiré à Tourtour dans le Var. Memphis, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, ce sont les étapes des nouvelles aventures d'Eddie Mitchell que l'on retrouve dans un nouvel album. Eddie Mitchell est ce soir notre invité. À la veille du débat parlementaire sur les 35 heures, c'est dans la rue et au Palais des Sports de la Porte de Versailles à Paris que des rumeurs contradictoires se faisaient entendre aujourd'hui. Tout d'abord celles venues des rangs patronaux, on dit maintenant, pour être plus correct, issues des milieux des entrepreneurs. Au moins 20 000, peut-être plus selon le MEDEF, ont usé des sifflets et des mots de démission à l'égard de Mme Aubry pour lui dire que sa loi était une erreur et qu'ils entendaient qu'on respecte leur liberté. Reportage Jean-Paul Chapelle et Joseph Bachtik. Ils sont venus de toute la France pour dire leur colère contre la loi Aubry. Un rassemblement qui avait des allures de meeting politique. Le parti des entrepreneurs a trouvé son tribun. Ernest-Antoine Sellière, acclamé aujourd'hui par près de 20 000 patrons. Qui assure la place de la France en Europe et dans le monde? Madame Aubry, vous nous ignorez depuis que vous avez pris vos fonctions, vous avez tort. Vous pensez que nous ne comptons pas? Eh bien, venez nous compter aujourd'hui ici. Vous avez cru nous diviser? Voyez notre unité. Vous avez voulu distinguer les bons élèves des prétendus mauvais? Voyez notre unanimité. Reconnaissez l'échec de votre première loi qui a tiré à peine 1% des entreprises. Votre loi, tout le monde le sait, est une erreur! Galvanisés, les plus remontés réclament même une vraie manif dans la rue. Pour les autres, la journée est déjà historique en soi. Il faut donc rapporter un souvenir, vendu 100 francs, le tampon, un symbole pour brocarder l'administration tatillonne et archaïque. Tous nos documents, nous allons les tamponner. Comprenez, parce que nous, chefs d'entreprise, nous n'avons plus de droits, nous n'avons plus que des devoirs. Partis à la reconquête de l'opinion publique, à la veille du débat parlementaire, les patrons ont surtout accompli aujourd'hui un dernier baroud d'honneur contre les 35 heures. Certes, aujourd'hui, à la date bien réelle du 4 octobre, près de 16 000 entreprises ont déjà signé pour les 35 heures, mais le MEDEF estime que cela fait à peine 1% des entreprises. Et les patrons, venus de toutes les régions de France, entendaient bien reconquérir une opinion publique plutôt favorable à la réduction du temps de travail. Pour France 2, Yann Fronty et Maxime Diogier ont suivi l'un des patrons manifestants, PDG d'une entreprise du bâtiment de Lyon, dans sa montée sur la capitale. Patron de terrain, voilà l'image que Bernard Fontanelle veut donner de soi. PDG d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics, il emploie plus de 170 personnes. Avec les 35 heures, il va devoir revoir ses effectifs, modifier ses plannings, un véritable casse-tête. Il faut monter deux équipes. Avec deux équipes, on va déresponsabiliser le véritable chef de chantier. Donc le chef de chantier est un personnage important. Le grutier, il faudra un deuxième grutier. Bon, écoutez, on n'a jamais pratiquement mis deux pilotes dans la même automobile. Mécontent, Bernard Fontanelle s'est joint ce matin aux autres patrons de la région Rhône-Alpes. Tous ont répondu présents à l'appel du MEDEF. Un TGV spécial a même été affrété pour leur départ sur Paris. Un train, d'ailleurs bloqué pendant près d'une heure par des manifestants favorables aux 35 heures. Choc de culture sur le quai. J'ai négocié la réduction du temps de travail en 96, et le jour où on aurait peut-être pu conclure, vous avez envahi la salle et la discussion était terminée. Vous avez... Ah mais je fais confiance à mes camarades, ils doivent avoir raison. Non, mais pour perturber les réunions, vous êtes bon. Hein. Les entrepreneurs, eux, ont opté pour une autre forme d'action. Pas d'intervention spectaculaire, juste un grand rassemblement national à Paris.
Dans le secteur du bâtiment, ils pensaient avoir trouvé la solution en signant un accord de branche. Malheureusement, avec le second projet de loi sur les 35 heures, toute la partie est à rejouer. Nous, on s'était battus pour avoir un accord de branche, et ce qui nous révolte peut-être avant tout, c'est qu'effectivement, l'accord de branche que nous avons signé en novembre 1998, Madame Aubry, par les nouvelles dispositions, par la deuxième loi, va le rayer d'un trait de plume. Les 35 heures, un dossier qui mobilise le patronat. Bernard Fontanel en sait quelque chose, lui qui aujourd'hui manifestait seulement pour la deuxième fois de sa vie. La première, c'était en 1982 pour protester déjà à l'époque contre l'État qui réglemente la vie des entreprises. Voilà donc pour la version trop c'est trop, la loi est une erreur. Face à elle, il y a les démonstrations à l'appel de la CGT dans plusieurs villes de France pour réclamer une meilleure application de la loi et des avancées sociales significatives. Vous allez voir quelques images des défilés de Toulouse, Lille et Lyon, des rassemblements d'ampleur d'ailleurs inégale. Il y en a eu également à Saint-Étienne et à Paris, avec à chaque fois les habituelles statistiques discordantes entre policiers et organisateurs. À Paris, donc, les responsables de la CGT ont reçu 2 signes d'amitié politique, ceux de Robert Hue pour le Parti communiste et de François Hollande pour le Parti socialiste. C'est Émilie Lançon et Florence Griffon qui ont suivi le cortège. Aubry, si tu continues, la classe ouvrière te votera. Ne vous y trompez pas, la CGT n'est pas venue défiler contre les 35 heures, mais bien pour. Pour, à ces conditions, et Bernard Thibault, le secrétaire général du syndicat, en pose plus d'une. En fonction des dispositions adoptées, sur les heures supplémentaires, sur le temps de travail des cadres, sur l'annualisation du temps de travail et certaines flexibilités acceptées ou pas, eh bien ce sera un texte qui sera susceptible plus ou moins de donner lieu à des créations d'emplois. C'est donc tout l'enjeu de notre mobilisation aujourd'hui. Un enjeu d'importance également pour le Parti communiste qui ne veut pas se laisser déborder à gauche sur ce thème. Robert Hue a fait le déplacement. 5 minutes plus tard, François Hollande a fait à son tour une apparition. Le premier secrétaire du PS dans la rue contre le projet de loi de son gouvernement, plus subtil que ça. Je suis toujours mobilisé contre ceux qui sont hostiles aux réformes. Aujourd'hui, ceux qui sont hostiles aux réformes, c'est le patronat, c'est pas les organisations syndicales, loin de là, c'est pas le gouvernement non plus. Les patrons, justement, certains manifestants trouvent que les 35 heures leur sont trop favorables. Et nous, on manifeste parce qu'on dit que la loi Aubry, c'est que bénéfique pour le MEDEF. Une loi pour l'emploi qui n'oblige pas à la création ou à la surgave d'emplois. Mais par contre, les aides, elles sont là. La manifestation se voulait unitaire, mais aucune des grandes centrales syndicales n'a répondu à l'appel. 7000 manifestants selon la police, 25 000 selon la CGT. La lutte continue, dit-elle, même si c'est à l'Assemblée. Et il faut ajouter pour ce lundi que lors d'un déjeuner à Matignon avec le Premier ministre, les présidents et responsables de la majorité plurielle ont constaté leur divergence. Les communistes sont hostiles au projet de loi en l'état, disent-ils. Les Verts et le mouvement des citoyens réclament des améliorations, mais pour Mme Aubry et les socialistes, l'équilibre de la loi doit demeurer. Alors Gérard Leclerc, il y a ceux qui réclament et qui disent que c'est trop, d'autres qui disent que c'est pas assez. C'est curieux cette double pression, non? Oui, et puis dans les faits, un rassemblement de patrons face à des ouvriers qui défilent, tout ça un parfum un peu suranné de lutte des classes. Au total, l'avantage ce soir est plutôt au MEDEF, si l'on se base sur le nombre de manifestants, sur l'aspect offensif des discours. C'est un peu normal, les 35 heures, c'est la bête noire, presque la raison d'être du MEDEF. Mais on peut se poser la question, tout ça pourquoi? 1, les 35 heures sont trop politiques, trop symboliques à gauche pour que le gouvernement retire son projet ou même ne l'édulcore. 2, le projet est un équilibre subtil qui repose sur 16 000 accords d'entreprise. Y toucher autrement qu'à la marge, c'est prendre le risque de tout mettre par terre. Et puis 3, et surtout, paradoxalement, les envolées d'Ernest-Antoine Salière peuvent aider Martine Aubry, qui est confrontée à la majorité plurielle, un patronat qui monte en ligne, surtout quand l'opposition est quasi absente. On n'a jamais trouvé mieux pour resserrer les rangs à gauche. Bref, fort de cette offensive, on dirait presque cette tentative de déstabilisation, enfin du moins c'est ce qu'on dira à gauche du patronat, et moyennant quelques accommodements sous forme d'amendements, ici ou là, le gouvernement espère bien arracher l'abstention et même les votes favorables des Verts et des communistes, ce qui pour l'instant n'était pas acquis. Merci Gérard. De toute façon, pour en apprendre plus sur ce deuxième projet de loi sur les 35 heures, il était inutile de chercher les quotidiens nationaux ce matin, hors le journal La Croix, puisque la CGT du Livre parisien avait lancé une journée de grève.
À Perpignan, le tribunal correctionnel vient de condamner à 6 mois de prison ferme le vice-président du syndicat des maraîchers des Pyrénées-Orientales. Les faits remontent à mercredi dernier devant la direction départementale de l'agriculture à Perpignan. La manifestation avait dégénéré. La décision du tribunal cet après-midi a entraîné une très vive colère des agriculteurs. Correspondance Véronique Gaglione avec Denis Pardano et Pascal Ponce. Il était seul dans le box, mais il a payé pour tous. 1 an de prison, dont 6 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve avec déchéance de ses droits civiques. Les faits reprochés remontent à mercredi dernier. Plusieurs organisations paysannes occupaient alors la direction départementale de l'agriculture de Perpignan, retenant 3 fonctionnaires. Leur libération par les forces de l'ordre tournait à l'affrontement. Vite repéré, Christian Soler se retrouvait accusé de violence avec arme sur 5 fonctionnaires de police. C'est une audience qui a largement dépassé les simples coups et blessures pour lesquels il était cité. Nous avons plus plaidé et parlé, y compris Monsieur le procureur de la République, de la manifestation, de la séquestration pour laquelle il n'est pas poursuivi, que des faits de violence. C'est un bouc émissaire. Ah, assurément, je crois que c'est la qualification en tout cas que je peux donner. Il paie pour la carence des pouvoirs publics à essayer de trouver des solutions à un monde des fruits et légumes qui peine depuis longtemps. Cette décision de justice, pour eux, c'est la rupture de tout dialogue, un coup de grâce porté à leur profession. L'avocat a déjà annoncé sa décision de faire appel. 17 paysans vont se constituer prisonniers par solidarité avec Christian Soler, ne comprenant pas qu'un seul homme paye pour la colère de toute une profession. Une nouvelle fusion industrielle est en vue. Le fabricant français Ceita et le groupe espagnol Tabacalera sont en cours de négociation en vue d'un rapprochement des 2 sociétés. Et puis en prévision du passage à l'an 2000, la SNCF joue la prudence. Tous les trains circulant en France seront arrêtés pendant 20 minutes, c'est-à-dire du 31 décembre 23h55 au 1er janvier 0h15. On veut ainsi éviter toute difficulté technique liée au fameux bug informatique. Environ 85 trains seraient concernés. 3 recteurs d'académie viennent de remettre leur rapport sur la condition enseignante et les moyens de l'améliorer. Il s'agit de proposer de nouvelles conditions de travail pour les enseignants, des changements pour leur plan de carrière, mais aussi de modifier l'évaluation de leurs compétences. Il s'agit aussi de revaloriser la situation des chefs d'établissement. La responsabilité de ces derniers est de plus en plus souvent engagée et leur rôle ressemble beaucoup à celui d'un chef d'entreprise habituel. Exemple avec ce principal du collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois, rencontré par Frédéric Vion et Diane Richard. Il s'appelle Verlaine et il dirige depuis 4 ans le collège Neruda. Mais ce qui n'est pas de la poésie, ce sont les 80 professeurs et les 1000 élèves de son établissement, un collège de 42 classes. Le rôle de Patrice Verlaine, faire en sorte que tout tourne rond dans cette véritable entreprise. Mais si la fonction de principal réclame des qualités de patron, elle est loin d'en tenir toutes les prérogatives. Nous n'avons pas, je dirais, le pouvoir d'un patron dans l'industrie. C'est-à-dire nous n'avons pas le choix du personnel, nous n'avons pas possibilité de récuser quelqu'un. Nous devons faire avec les personnes qui sont nommées dans l'établissement, quel que soit leur statut. Des administratifs aux professeurs, tous sont en effet nommés selon un système de notes et surtout d'ancienneté. Un barème qui, pour Patrice Verlaine, ne prend pas assez en compte la motivation, essentielle pour travailler dans une zone difficile comme Aulnay. Résultat, le principal se sent souvent isolé devant sa tâche, d'autant qu'en cas de coup dur, il est seul responsable aux yeux de la loi. Lorsqu'il y a une demande formulée au niveau d'un voyage, nous sommes responsables de tout ce qui va se passer, même si ça se passe à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Lorsque des élèves utilisent des machines, nous sommes responsables s'ils ont un accident sur cette machine. Donc nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans l'établissement, même au pénal. Patrice Verlaine réclame donc un statut pour clarifier le rôle des principaux et pour leur donner les moyens de sortir leurs établissements de la routine. Un problème dont les rédacteurs du rapport publié aujourd'hui semblent avoir pris conscience, mais sans pour l'instant y apporter une réponse. Les lycéens, eux, doivent manifester jeudi, toujours pour réclamer des moyens supplémentaires. Dernier exemple en date d'un couac de rentrée, c'est à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, dans un établissement d'enseignement adapté qui prépare des jeunes à des CAP ou des brevets professionnels. Les enseignants devraient être plus nombreux qu'ailleurs dans ces cas, mais il en manque toujours 5 ici à Asnières depuis la rentrée. Et à ce manque, il faut ajouter une pénurie de surveillants. Vous voyez le reportage de Laurence de Scherf avec Philippe Jasselin. Depuis la rentrée, on attend les professeurs et on n'a toujours pas. Ils sont 300 comme Elisabeth à se retrouver cet après-midi livrés à eux-mêmes. Il est 13h, certains rentrent directement chez eux, les autres traîneront sûrement en centre-ville.
Ce midi, les élèves n'étaient pas surpris de la décision de leur professeur d'arrêter les cours. Parce que c'est après cette année, c'est pas possible. Il nous faut des profs, des profs comme dessin technique. On n'a pas de profs de dessin technique et pas de profs de français, pas de profs de maths et c'est pas possible. Un manque de profs, mais aussi de surveillants. 2 seulement pour 300 élèves, c'est insuffisant. Pour limiter les risques, seules les toilettes des garçons restent ouvertes. En fait, cette toilette-là, c'est pour 300 élèves. Un surveillant. Un établissement pas tout à fait comme les autres. L'enseignement est adapté aux élèves en difficulté scolaire. L'encadrement doit y être plus important qu'ailleurs pour des classes plus légères. 12 élèves maximum. Ça fait des années que ça dure, toutes les rentrées, il manque des enseignants. Et dans notre établissement, c'est vraiment pas possible parce qu'on a vraiment une population difficile qui demande encore plus d'attention que d'habitude. Le pire, c'est qu'on nous dit, vous avez été gentil, vous avez commencé pendant un mois et demi, continuez comme ça, vous allez voir, ça va s'arranger. Or, si on ne bouge pas, on voit que rien ne s'arrange, rien ne bouge. Cet après-midi, une délégation d'enseignants a été reçue à l'inspection académique. On leur a promis le recrutement des 5 professeurs manquants. Pour le reste, pas de réponse. Ils décideront demain matin d'accueillir ou pas leurs élèves en cours. Première visite d'État depuis 86 ans pour un président de la République française en Espagne. Un déplacement avec un temps fort demain puisque M. Chirac s'exprimera devant les députés espagnols. Le président appelait aujourd'hui à Madrid, alors qu'on le voit ici posé en compagnie du roi Juan Carlos, à se battre résolument en faveur de l'exception culturelle. Et ici en compagnie du Premier ministre, M. Aznar. En Autriche, à l'issue des élections législatives, une période d'instabilité politique pourrait s'ouvrir. C'est le résultat du Parti de la Liberté de Jörg Haider qui suscite le plus d'embarras, voire d'inquiétude. Embarras des sociodémocrates au pouvoir, avec leurs alliés et les conservateurs, et inquiétude car ce Parti de la Liberté, qui a recueilli environ 27% des suffrages, est ouvertement d'extrême droite, populiste et favorable au rejet de toute immigration. Reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Lerner et Jörgen Dąbrowski. Jörg Haider a changé de statut. Il fait désormais partie des grands. Il estimera son devoir accompli en grande partie quand il arrivera au gouvernement. Sur le devant de la scène, il est brillant, capable d'écouter et d'expliquer. À lui tout seul, il a porté son parti de 5 à 27% en l'espace de 10 ans. Durant cette campagne, il s'est appuyé sur 2 slogans qui sont « D'abord l'Autriche », halte à l'immigration. La tradition, la patrie, la fierté, tels sont les mots-clés de son vocabulaire. L'immigration, la xénophobie, ce n'est pas pour nous le sujet principal. C'est souvent monté en épingle par les médias, parce que c'est un sujet tabou dans la société. Nous, on nous taxe de xénophobie ouverte, mais on est contre le libéralisme de gauche qui laisse les frontières ouvertes à tous. Ça n'est pas d'extrême droite, ça n'est pas populiste. On veut toujours nous ranger dans cette catégorie. Sur Internet, son programme s'étend sur 55 pages. Chapitre politique familiale. On lit hausse des allocations, oui, mais exclusivement pour les Autrichiens. Chapitre immigration, les étrangers au chômage, dehors. C'est un scandale pour l'Europe et l'Autriche qu'un homme politicien comme Haider a fait un résultat comme ça. Mais ensemble, je pense que c'est une chance, c'est une crise dans le système politique autrichien. Mais dans cette crise, il y a des solutions avec des nouveaux approches, avec un allègement de la base pour la démocratie. Jörg Haider avec un pompier coiffé d'un casque de l'armée allemande, l'affiche n'est pas passée inaperçue. Autre poignée de main remarquée avec le chancelier, cette fois hier soir. Pas question de cohabitation entre les 2 hommes, mais Haider est en position de force à partir de maintenant. Dans sa région, la Carinthie, située dans le sud du pays, Jörg Haider atteint des sommets avec près de 44% des voix. Quasiment un électeur sur 2 a donc voté pour cet homme qui a réussi le tour de force d'incarner le changement avec un programme nationaliste proche du national-socialisme des années 30. À Berlin, plus d'une centaine de tombes ont été profanées ces derniers jours dans le cimetière de Weißensee qui abrite 115 000 tombes de juifs. Les profanations n'ont pas été revendiquées. Aucun slogan antisémite n'a été laissé sur ces tombes profanées. L'armée russe avance en territoire tchétchène. Elle se trouverait à moins de 20 km de la capitale Grozny et les combats seraient très violents entre troupes fédérales et forces tchétchènes. 64 soldats russes auraient été tués dans les dernières 24 heures. Non loin de la frontière tchétchène au Daghestan, dans le village de Karamatchi, ceux que l'on appelle les terroristes, les islamistes, s'exposent ouvertement. C'est l'un des 2 villages détenus par ceux que Moscou désigne comme les principaux auteurs de la rébellion. Voici un document tourné dans ce village avec les commentaires de Gilles Rabin et Franck Brisset.
Ils jouent à la guerre comme le font tous les fils de montagnards du Daghestan, sans savoir que la guerre va les rattraper parce qu'ils habitent à Karamachi, un des 2 villages proclamés territoire islamique et fief de la charia. Le seul endroit de Russie où l'on pouvait voir des femmes porter la robe, le foulard et le voile noir des musulmanes du Moyen-Orient. À Karamachi, depuis 2 ans, la seule loi c'est celle du Coran, instaurée par de véritables missionnaires islamistes, les fameux wahhabites, derrière lesquels le Kremlin voit la main du terrorisme international. L'islam, on va l'instaurer en Russie, mais aussi en Amérique, en Angleterre, partout. Ces images ont été tournées début septembre, quelques heures avant que le Kremlin décide d'en finir avec ces wahhabites qu'il tolérait pourtant depuis 2 ans. La reconquête de Kamarachi a duré plus de 2 semaines et quand le représentant du gouvernement local vient en tournée d'inspection, c'est avec son fils de 11 ans. Si on avait rétabli l'ordre dès le départ, il n'y aurait pas eu autant de victimes ni autant de maisons détruites. C'est aussi de notre faute. Pour cette visite de propagande sur le front, le fils, malgré ses 11 ans, aura la permission d'essayer de tirer au canon. La semaine dernière, l'armée russe a fini par vaincre ce qu'elle appelait le péril wahhabite. La paix est revenue sur le village rebelle de Kamarachi, mais c'est la paix des cimetières. On n'est pas tous des wahhabites, mais des gens honnêtes. Pourquoi personne ne nous aide? On n'a plus rien. Il fait froid, l'hiver approche et on n'a plus de maison. Les wahhabites s'étaient préparés à une attaque et de longue date. Ils disposaient des armes les plus modernes, des armes russes. Ils avaient acheté des armes partout, c'était possible, y compris dans des unités militaires russes. Le village était défendu par plusieurs bunkers creusés dans la montagne. Ils mangeaient et dormaient ici. Il y a encore des conserves. Et là-bas, regardez, c'est l'entrée d'un autre bunker. Les soldats de l'armée russe s'installent pour ce qu'ils pensent être une longue guerre, sans illusion sur le résultat, ni sur les vrais enjeux. Tout ce qui se passe ici, je vous le jure. Et je le dis sans gêne et sans réfléchir. Tout ça, c'est pour cacher les affaires du Kremlin. Et de Boris Yeltsin. Sur les hauteurs, la canonnade et les bombardements continuent, mais cette fois-ci au-delà de la frontière, sur la Tchétchénie. Lors de la première guerre en 1996, les combattants tchétchènes ont montré qu'ils pouvaient rester maîtres de leur montagne. Ils avaient vaincu l'armée de la Grande Russie. À Belgrade, ce matin, le chef du principal parti de l'opposition serbe, Vuk Drašković, qui vient d'échapper à un accident de voiture, qualifiait celui-ci d'attentat. Et Vuk Drašković donne des détails qui semblent impliquer, sans le nommer, le pouvoir. La seule vue des véhicules accidentés est édifiante. Reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Jean-François Hoffmann. Ce sont les dernières images de la voiture de Vuk Drašković. Son beau-frère est mort à côté de lui. L'autre voiture, où ces 3 gardes du corps ont été tués, a entièrement brûlé. Enfin, le camion qui les a heurtés volontairement ou non, le chauffeur aurait été arrêté, mais les faits sont encore troubles. C'est un attentat, a dit Vuk Drašković, une partie de la presse s'en est fait écho. La mort du beau-frère de Vuk Drašković est un coup dur pour son parti. Veselin Bošković était au centre des circuits financiers de Belgrade. L'homme supervisait à la mairie les travaux publics et privés de la capitale. Cette affaire va peut-être rapprocher les 2 oppositions, celle qui descend dans la rue tous les jours et celle regroupée autour de Vuk Drašković. Hier au soir, ils étaient encore des milliers à défiler dans les rues, plus nombreux en province qu'à Belgrade. La police était très présente, mais il n'y a pas eu d'incident. L'avocat de Vuk Drašković, qui est aussi un des dirigeants de son parti, a dit publiquement qu'il était partisan d'un rapprochement entre les 2 oppositions. La seule solution pour gagner en Serbie, c'est la coalition entre tous les partis d'opposition, qui pourrait alors très facilement faire tomber Milošević. Entre nous, nous n'avons que des divergences tactiques. Cette déclaration réjouit l'opposition qui entame sa 3e semaine de marche contre le régime. J'espère bien que Vuk Drašković va rejoindre l'opposition et avec tous les autres travailler contre le Milošević activement. Vous avez l'impression que c'est un attentat ou c'est un accident de voiture? C'est difficile à dire à ce moment parce qu'on ne sait pas les détails. Dans ce pays, tout est possible. Avec Milošević, vous ne savez jamais.
La force du président Milosevic, c'est la division de l'opposition. Et Vuk Drašković est devenu une pièce maîtresse sur l'échiquier politique. Alors l'homme est imprévisible, spécialiste des coups d'éclat, opposant à Eclipse, mais son accident d'hier pourrait le faire basculer dans le camp de ceux qui réclament la démission du président yougoslave. En France, à Bordeaux, la cour d'assises de la Gironde s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de dispense de placement en détention déposée par les avocats de Maurice Papon. L'examen du pourvoi en cassation de Maurice Papon doit avoir lieu le 21 octobre prochain et selon la loi, Maurice Papon devrait être en détention ce jour-là. Mais la cour d'assises s'est donc déclarée incompétente pour le décider. Plainte devant le tribunal de grande instance de Marseille déposée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes. C'est une action peu banale puisqu'il s'agit d'obtenir de l'Olympique de Marseille et de l'un de ses joueurs le remboursement de frais médicaux occasionnés par le footballeur marseillais Patrick Blondeau à Yves Deroff, joueur du FC Nantes. Explication Julien Hérichon. C'était l'ultime journée du championnat de France de football de la saison passée. Le Marseillais Patrick Blondeau brise en un geste la carrière du joueur nantais Yves Deroff. Double fracture tibia péroné. Sur le terrain, Blondeau écope dans un premier temps d'un carton jaune. Puis la Ligue le suspend finalement pour 1 mois. Aujourd'hui, c'est au tour de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de lui réclamer des comptes. Les soins prodigués au Nantais Deroff devraient atteindre 600 000 francs. Le directeur de la caisse a donc décidé de réclamer le remboursement des sommes à Patrick Blondeau et à l'Olympique de Marseille, du moins leur assurance respective. Ça se fait dans tous les domaines des accidents de circulation, des accidents domestiques, des accidents de tous ordres, dès lors qu'il y a un tiers responsable, bien entendu. Et en matière de football, ça ne se fait pas, ça ne s'est pas fait, même lorsque le tiers est responsable est clairement identifié. À Marseille, on s'étonne de cette démarche très inhabituelle dans le milieu du football. Des accidents comme celui-ci, dit-on là-bas, sont malheureusement possibles sur des terrains de sport. Les dirigeants marseillais craignent une multiplication des procédures. Si ces choses-là commencent à être faites, bon, ça peut être assez grave puisque il y a beaucoup de matchs de football en France quand même tous les week-ends et systématiquement ça pourrait devenir beaucoup de cas et d'imbroglio juridique. La demande de la sécurité sociale sera examinée prochainement par un tribunal de grande instance. En attendant, Yves Deroff n'a toujours pas repris l'entraînement avec ses coéquipiers nantais. En judo, David Douillet renonce aux championnats du monde qui débuteront le 7 octobre prochain à Birmingham, en Angleterre. Le quadruple champion du monde souffre en effet du dos. Il a préféré déclarer forfait et il reporte ses espoirs sur les Jeux olympiques de Sydney l'année prochaine. Le peintre Bernard Buffet s'est donné la mort cet après-midi dans sa propriété de Tourtour dans le Var. Il était âgé de 71 ans, il vivait plutôt isolé, peu ménagé par les critiques et les spécialistes. Ses œuvres, très nombreuses, très reconnaissables par leurs traits, sont pourtant connues et détenues dans le monde entier. Évocation de Bernard Buffet par Georges Bégou. Retiré à Tourtour, en Haute-Provence, Bernard Buffet ne venait plus à Paris que pour ses vernissages annuels en octobre, en février. Il peignait énormément. Le tout Paris qu'il avait tant fréquenté ne l'intéressait plus. Les critiques qui lui avaient donné leur prix en 1948, il n'avait pas 20 ans, le méprisaient aujourd'hui. Et pourtant, il était à l'étranger le plus connu des peintres français. Le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, l'avait accueilli avec chaleur. Ce clown a fait le tour du monde. Les posters se sont vendus par milliers. Le style de Bernard Buffet, un expressionnisme au personnage fortement cerné de noir, s'est affirmé dès sa sortie des Beaux-Arts en 1949. Sa peinture porte la marque des années de guerre. Plus tard, sa palette s'éclaircira, mais l'ocre et le noir demeureront ses tons majeurs. Vous avez l'impression d'être un vieux sage? Ah non, je ne suis pas du tout dans un vieux sage. Dans un vieux sage, ça fait un vieux con. Les critiques français vous boudent, les japonais vous adorent, pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont moins cons que les français. Moi, je suis un nouveau riche. Hein. Je suis très fier. Il vaut mieux être un nouveau riche qu'un ancien riche. L'humour un peu cynique de Bernard Buffet masque une déchirure profonde. Avez-vous la foi Ah oui, moi je suis croyant. Ah oui, sans hésitation aucune.
Bernard commence à travailler à 6h30, 7h moins le quart à peu près. Donc on se lève, on prend le petit déjeuner, lui va à l'atelier. Moi je descends, j'écris un peu. Et puis je m'occupe du domaine, enfin tout ce qu'il y a à faire, et de lui aussi. Quelque chose se préparait cet été. Dans la quiétude et dans le secret, il pensait à sa prochaine exposition, thème choisi, la mort. Les nouvelles aventures d'Eddie Mitchell, elles passent par Memphis, Los Angeles et la Nouvelle-Orléans. On retrouve le rocker, le crooner, l'homme des mélodies qui vous font prendre la route. J'ai quelques questions à lui poser, mais voici maintenant quelques instants de l'un des titres contenus dans le nouvel album d'Eddie Mitchell, Ton homme de paille. Je suis ton homme de paille, je t'allume, je t'enflamme, je fais pas ton feu. J'ai peur de la noyade. Vague à l'âme, je plonge dans tes yeux. C'est peut-être ça être amoureux. Si je t'ennuie, fais-moi signe. Profile va même malheureux. J'essaye d'être digne. Toutes les femmes sont des animaux curieux. Plus fort qu'on les imagine. Pas que des covers pour magazine. Les lions restent scotchés. Mais ma femme et sa femme. Bonsoir Eddie Mitchell. Bonsoir. Alors si vous voulez en savoir plus, ça c'est le CD qui vient de sortir. C'est un retour un peu nostalgie, Memphis, Los Angeles, Nouvelle-Orléans. C'est votre parcours à vous, ça quand même, non? Oh, pas forcément. Disons que ça correspond surtout, je veux dire, aux chansons, donc à l'issue de l'écriture de chaque chanson avec mon compositeur, avec Pierre Papadiamolis. On se disait, où est-ce qu'on va la faire? Bon, celle-ci, elle est à Rhythm and Blues, donc il faut la faire à Memphis. Celle-ci, c'est une chanson qui appelle les cordes, autant de faire dans ce lieu mythique qu'est Capitol Records à Los Angeles. Et puis, il y a des chansons un petit peu plus funky, donc ce serait amusant d'essayer de la Nouvelle-Orléans. Et alors, j'ai lu quelque part que vous écrivez dans vos textes vous-même, parce que vous ne trouvez pas d'auteur, il n'y a pas d'auteur pour faire Eddie Mitchell, pour faire le style Eddie Mitchell? C'est-à-dire, oui, non, c'est un hasard. C'est-à-dire que chaque fois qu'on me propose des chansons, la plupart du temps, c'est déjà des chansons, c'est un remake, ou c'est pas un plagiat, mais je veux dire, ça ressemble à une chanson que j'ai déjà faite, donc c'est pas la peine. Alors je disais, c'est très mélodique, on retrouve vraiment une tradition Eddie Mitchell. Vous avez envie d'entretenir ça, vous n'avez pas envie d'explorer d'autres secteurs, je sais pas, d'aller vers la salsa, vers les rythmes africains, tout va dire, vous voulez rester toujours dans ce style? C'est pas vouloir, c'est savoir. Faut essayer de faire ce qu'on sait faire, et disons que je peux pas vous faire du rail, enfin même si je répète, là j'ai pas le temps d'ailleurs, je saurais pas le faire. Je saurais pas le faire, même si j'aime ça, même si c'est amusant, non, faut rester, disons, honnête, vrai, donc je sais pas être autrement. Alors ça va nous rajeunir, la première chanson c'était en 1960. Comment est-ce que vous trouvez toujours le désir de faire une chanson, de l'écrire, de remonter sur scène, de faire une tournée comme vous allez faire? Vous allez être à Bercy à partir du 25 janvier prochain. Comment vous trouvez ça? Parce que c'est formidable, faut pas se raconter d'histoire. C'est un métier quand même où on est très très gâté. On n'est peut-être pas nombreux à être gâtés, mais je fais partie de ces élus, donc je vais pas cracher dans la soupe. Je veux dire, de savoir que je vais retrouver un public à partir de janvier sur scène, c'est quand même formidable. Et de savoir surtout que c'est des gens qui ont envie de me voir et de s'amuser avec moi. Donc c'est bien entendu quelque chose d'unique. Alors à écouter avec beaucoup de plaisir vos chansons, on peut se demander s'il n'y a pas beaucoup de nostalgie chez vous et une distance, un cynisme, enfin on vous l'a déjà dit souvent, une sorte de regard un peu distance sur les choses de la vie. Nostalgie peut-être pas beaucoup, mais distance c'est sûr. Distance, c'est sûr, parce que si on prend tout au pied de la lettre, on s'en met une dans la tête, comme vient de le faire notre ami Buffet. Donc il vaut mieux pas passer de ce côté-là. Alors, il y a des titres dans vos chansons, je vais les reprendre, puis vous allez me répondre. Vous dites « J'ai des goûts simples », c'est le titre d'une des chansons. Vous avez des goûts simples? Oui, mais j'aime que le meilleur. Oui. Golden Boy, c'est vraiment pas votre truc, ça? Non, c'est pas que ce soit pas mon truc, c'est, je veux dire, un métier grave dans la mesure où, effectivement, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie parce que faut avoir une pendule avec soi perpétuellement pour être à l'heure de tout. Ah non. Vous aimez bien faire la sieste, dormir, prendre votre temps?
Boire un coup, oui, manger. Oui, il faut faire tout ça, oui. Ouais. Si c'est possible, oui. J'aime pas les gens heureux, autre titre de chanson. Alors ça, c'est la moquerie totale, ça, non? Oui, mais ça, c'est une chanson... Vous aimez bien le bonheur, vous aimez bien des choses simples, non? Mais vous savez, non, ça, c'est une chanson qui s'adresse à des gens très spéciaux qui sont les Californiens. Ouais. C'est pour ça. C'est-à-dire que, vous savez, c'est des gens qu'on rencontre dans la rue, qui ont toujours des étoiles dans les dents, quand les filles ont des beaux culs, et elles sont blondes, elles sont bronzées. Et oh, comme tu es bien, tu vas bien aujourd'hui, oh, tu es très mignonne, tu sais, je t'aime. Et si vous dites, par malheur, moi je vais pas bien, elle change de trottoir. Ouais. Donc c'est ça, c'est ces gens-là qui sont un petit peu... Et puis enfin, t'es qu'un joueur, vous êtes joueur? Non, mais j'étais qu'un joueur, je l'ai été. Mais dans la vie, naturellement, vous aimez bien le jeu là... Ah oui, bien sûr. Ça, oui, mais même ça fait partie du métier, de la fonction, dirais-je, du chanteur ou de l'acteur. Alors, le CD qui sort, mais le cinéma, quand est-ce qu'on vous revoit? Pour le moment, j'ai pas le temps. Je sais pas, j'espère que je remettrai ça dans un an, quoi. Pas avant. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à la fin de cette édition, je vous rappelle les informations que nous avons développées. Tout d'abord, les manifestations, celles des patrons contre les 35 heures. Ils étaient plus de 20 000 au Palais des Sports à Paris contre la loi Aubry. Puis manifestation à l'appel de la CGT. Ils étaient plusieurs milliers en France et à Paris pour une extension, de la loi Aubry. Le débat parlementaire sur le second projet de loi aura lieu demain. Et puis enfin, on a appris cet après-midi que Bernard Buffet s'était donné la mort. Le peintre qui vivait retiré dans le Var laisse une œuvre populaire très importante. Il avait 71 ans. La météo, c'est dans quelques instants avec Nathalie Riouet. Et puis la première de Quelle Histoire, le magazine présenté par William Lémergie, où l'on retrouvera des Alsaciens au Texas, mais aussi Saint-Tropez, une certaine Angèle, regardez bien. À 23h10, Argent Public avec Sylvain Attal. Oui, Angèle, vous l'avez connue. Hein. Et puis Michel Bougenat avec Sylvain Attal. À 0h20, le dernier journal vous sera présenté par Laurence Ostolaza, suivi de Musique au cœur, présenté par Ève Ruggieri, une amie d'Eddie Mitchell, et programmé désormais le lundi sur le thème de l'actualité musicale de la rentrée. Demain à 7h50, dans le cas de vérité, Gérard Morin recevra Alain Madelin, le président de Démocratie Libérale. Et puis à 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arad. À demain 20h. Bonsoir. Merci.